voilà, bonjour, bonjour à toutes les femmes en or. Mbote, Betwabwe, on dit encore quoi? Il y a plusieurs langues. En tout cas, c'est juste pour vous souhaiter la bienvenue dans ces magazines Femmes en or. C'est votre magazine qui vous reçoit, qui reçoit pour vous des grandes dames aussi, pour vous interpeller. Ce sont des femmes qui sont des modèles pour la société, qui ont essayé déjà de tracer leur histoire et elles ont quelque chose à dire. Bonne fête à toutes les femmes de la RDC, à toutes les mamans de Kinshasa et de toutes les provinces de la RDC. Madame, Messieurs, nous vous rappelons que nous sommes toujours durant le mois de la femme, mois de mars, mois dédié à la femme. On vous rappelle le thème qu'on a essayé de décortiquer durant tous ces mois. On parle de la Congolaise au centre des ambitions. La Congolaise qui est au centre des ambitions. Je suis avec mes invités talentueuses. Ce sont des femmes vraiment que vous allez aimer et apprécier au cours de cette émission. À ma gauche, je suis avec Madame Priscilla. Madame Priscilla, elle est juriste, elle est avocate. Madame, bonjour. Bonjour Madame Nisha. Et bonne fête à vous. Merci. C'est le mois de la femme, bien qu'on dit que c'est seulement un seul mois pour la femme et les autres mois c'est pour les hommes, comme tu dirais. C'est pour tout le monde. Quand on écrit homme, dans homme, il y a homme et femme. Okay. Et là, c'est pas le mois de la femme, c'est le mois dédié aux droits de la femme. Ok. Donc c'est un mois où nous avons le droit, si je peux me le permettre, de revendiquer nos droits et de booster nos compétences. Ok. Donc il y a tellement de droits parce que, comprenez Madame Echek, elle est juriste, elle connaît bien les droits de la femme. La femme n'a pas seulement le devoir, mais elle a aussi des droits. Oui, comme tout le monde. Hein. Bienvenue. À côté de Madame Priscilla Echek, Madame Onia. Madame, bonjour. Bonjour Maman Nacha. Comment ça va? Oui, ça va. Elle est une femme à double casquette, elle est une femme politicienne, en même temps médecin, c'est ça? Je suis médecin de l'État congolais, programme national de lutte contre le Mpox et les fièvres hémorragiques. Ok. Comment s'évolue la lutte contre le Mpox? Vous voyez, à tout moment, les ministres de la Santé communiquent de plus en plus sur l'évolution de la maladie. Okay. Je crois que moi, je ne veux que les régions de cela, depuis son rempart, plus la population s'imprègne de la situation. Mais il y a quand même des avancées significatives par rapport à cette lutte. Hein? Oui, il y a des avancées. Okay. Et c'est réjouir parce que la prise en charge s'est faite gratuitement. Gratuitement. Okay. Et les gens ne paniquent plus comme c'était au départ. Ok. Mais est-ce que la sensibilisation a été vraiment continue? La sensibilisation continue. Moi, personnellement, 2024, toute l'année 2024, c'est ce que j'ai fait. J'étais au Parlement, j'ai parlé de ça, j'étais sur terrain, j'étais à l'université de Kinshasa. Bon, nous avons conjugué tous les efforts pour communiquer suffisamment afin de permettre à la population d'éviter d'être dans des traumatismes liés à la maladie. Bienvenue Madame Onia. Merci. Alors, à ma droite, je suis avec les femmes de l'église. Je suis avec la prophétesse Mimi Mambimbi. Prophétesse, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Grâce. Tenez bien votre micro parce que là vous avez oublié. Mon micro, je vais très bien par la grâce du Seigneur. Comment se porte l'église au Congo? À merveille, par la grâce de Dieu. La femme se comporte bien à l'église. Ben pourquoi pas. Oui, elle continue avec sa lutte. Elle continue avec sa lutte, étant bénéficiaire de la croix, au même droit que les hommes, que toute l'humanité entière. Elle est là et question qu'elle soit consciente de ce qu'elle est. Et elle doit continuer sa lutte. Parce qu'il n'y aura personne qui va lutter à sa place. Et à la croix, c'est l'égalité. Et lorsqu'on a compris le message, on doit s'élever, se battre et lutter. Et avancer et faire avancer les choses. Le Saint-Esprit ne regarde pas l'homme, la femme, le Saint-Esprit est asexué. Désolé, en tout cas, Dieu est esprit. Et la Bible déclare, il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui les servent, les font avec esprit. Et sinon, Dieu serait un homme, une divinité quelconque, et Dieu serait humaniste. Dieu, il est esprit. D'accord. Bienvenue prophétesse. Alors, à côté de la prophétesse Mimi, madame, messieurs, je suis avec pasteur Nathalie. Quelle lourde charge, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame Nacha. Comment vous allez? Je fais grâce à vous. Ça va chez toi à l'église? Oui, tout doucement, ça va. La femme se comporte bien à l'église?
la femme se comporte bien à l'église, malgré qu'il y a un peu de soucis, il y a des alinéas, mais dans l'ensemble, Dieu est vivant, on avance. Oui, on avance, oui, sûrement, parce qu'il y a aujourd'hui des femmes pasteurs. Hein? Oui, oui. Jadis, c'était compliqué de voir une femme qui est pasteur, mais c'est bon maintenant. Pas à 100%. Oui. Il y a toujours des défis qu'on doit continuer à relever. Okay. Oui, parce que par rapport aux traditions, par rapport à certaines traditions ecclésiales, il y a toujours des barrières. Il y a des postes où des femmes n'accèdent pas, surtout ces postes d'être pasteur. Bon, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre. Bienvenue à vous, pasteur Nathalie. Madame, messieurs, je vous rappelle le thème de cette année, la Congolaise au centre des ambitions. Donc, la Congolaise doit être au centre des ambitions. La femme doit se cultiver. La femme doit avancer. La femme doit évoluer. La femme doit espérer et aller de l'avant. On va suivre cette chanson et on se retrouve tout juste après. Le temps pour nous, de permettre à nos invités de bien s'asseoir et de réfléchir confortablement. À tout de suite. Voilà, moi je suis une femme, je suis fière d'être appelée femme en tout cas. Moi ça ne me dérange pas. C'est ça non, maître? Vous êtes fière d'être appelée femme? Très fière. Très fière. Très fière. Vous n'êtes pas complexée? Maman, complexée? Mais il y a des femmes qui se disent, ah si c'est moi j'étais un homme. Hein. C'est parce qu'elles savent pas ce qu'elles sont. Hein? Je vais pas voler la parole à la prophétesse et à la pasteur, oui. Mais si seulement elles savaient ce que Dieu leur avait dit quand il a endormi l'homme, avant de les réveiller, elles allaient toutes être fières d'être femmes. Donc c'est un secret. Top secret entre Dieu et la femme. Donc il y a une forte communication entre Dieu et la femme. Oui. Et le monde appelle ça sixième sens. Les femmes ont eu l'intuition, c'est pas de l'intuition, c'est le message que nous avons reçu alors que l'homme dormait encore. Ah, très bien. En tout cas, bravo pour ça. Avec nos 3 points. Alors, maman, je reste. Nous sommes durant le mois de droit dédié à la femme.
Moi, vous êtes juriste, vous connaissez bien le droit. Moi, je me dis, quand je suis en face d'une femme juriste, je me dis, eh là là, ce sont des femmes terribles qui connaissent tellement le droit. Et c'est difficile de voir des femmes juristes et se marier parce qu'il y a toujours des articles qu'on avance dans le mariage. Et bien, c'est pas les barreaux. Alors, parenthèse. Comment avez-vous apprécié ce mois des droits dédiés à la femme? Est-ce que la femme congolaise a au moins compris ses droits? De manière générale, oui. Il y a les femmes qui se réveillent du jour au lendemain. Les femmes se réveillent. Mais nous avons un problème. Oui. Le grand problème que nous avons, c'est l'intérieur de la personne. Okay. C'est-à-dire que la femme se réveille parce que la communauté s'est réveillée. Non. Ça, nous avons échoué. Si seulement la femme doit se réveiller parce que la communauté s'est réveillée, c'est un échec. Mais elle doit se réveiller parce qu'elle est entrée en elle-même. Oui. Elle a découvert qui elle est, de quelles compétences elle détient en fait. Oui. Et puis, elle se dit, voilà, avec ces compétences, je peux faire ça, je peux faire ci, et voilà, on évolue. Et de plus en plus, ça s'appelle réveil, je peux, passez-moi l'expression, réveil individuel ou réveil personnel. Donc, chacune des femmes s'interroge, elle découvre ses compétences et puis elle les met à la disposition de la société et on évolue. Et alors, là, je peux dire que de plus en plus, nous remarquons cela parce que chaque jour, les femmes se réveillent. Ok, chaque jour dans tous les domaines. Vous êtes du même avis, Madame Ounia, que vous êtes non seulement médecin, mais aussi une femme politicienne. Est-ce que la femme politique a au moins compris son rôle dans la société? Merci, Maman Nacha. Je crois que lorsqu'on parle de la politique, c'est une question qui est vraiment fondamentale pour tous. Parce que tout se résume dans la politique. Parce que c'est là qu'on doit prendre les grandes décisions. Si la femme congolaise ne sait pas même exprimer ses compétences, je crois que notre pays ne va pas avancer sans la femme. Nous le savons tous, les pays qui ont pris l'initiative de donner le poste de responsabilité aux femmes, ce sont des pays aujourd'hui dont l'indice de développement humain est très développé par rapport à ceux qui ont laissé les femmes à côté. Même on le dit, il y a l'adage qui dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Lorsqu'une femme est là, nous croyons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui bougent. Actuellement, notre pays est en train de traverser des moments très difficiles avec la guerre. Moi, je crois qu'à un moment donné, pour trouver des solutions, il faudrait associer aussi plus de femmes pour aller dans la prise de décision. Dans la prise de... Mais il y a déjà une femme qui est première ministre. Si, ça ne peut pas s'arrêter là. On a une femme qui est première ministre. La femme congolaise ne doit pas s'arrêter en disant que comme nous avons maman Judith qui est là, c'est bon, on a réussi, on a gagné. Non. Nous devons tous les jours nous mettre en tête pour que nous puissions vraiment atteindre ce que nous souhaitons comme résultat. Il doit y avoir cette fois-ci une femme présidente de la République. C'est en ce moment-là que la femme congolaise dira que oui, on s'est battu. Il n'y a pas de problème. On avait maman Hélène Johnson Sirleaf. C'est une femme, elle incarne le leadership de la femme africaine. Pourquoi pas en République démocratique du Congo? Pourquoi pas? La femme congolaise n'est pas incapable. La femme congolaise est capable de relever beaucoup de défis. C'est maintenant à nous, les mamans, les femmes, les sœurs, entre nous, de nous aimer, c'est ce qui nous manque. Quand une de nous monte, il y a certaines qui cherchent toujours à la tirer vers les bas et tout. C'est ce qui ne nous aide pas en fait. Comme nous avons maman Judith et tout, nous devons pousser loin notre vision et nos ambitions, dire que aux prochaines élections, il faudrait qu'il y ait une femme qui occupe la présidente de la République. Cette femme-là qui aura ce courage-là. Les femmes courageuses et ambitieuses, il y en a. Il y a Maître qui est là. J'ai apprécié la façon dont elle est en train de se débattre. Je suis là, comme vous-même. Oui, j'ai donné l'exemple parce que nous devons nous soutenir entre nous, les femmes et tout. Je dois soutenir celle qui est à côté de moi. Parce que si je ne le fais pas, qui pourra me soutenir et tout? Nous devons accepter. Lorsque nous voyons qu'il y a des compétences, nous devons accepter ça. Et
cela fera la fierté de notre pays. Parce que les hommes disent toujours que Bassi Batonga Kanoué. Ce n'est pas les hommes, ce sont des femmes aussi qui disent ça. Non, moi j'ai l'impression qu'on veut nous mettre ça dans la tête pour que la femme ne puisse pas se développer. Il y avait une femme, il faut court, j'ai pas cité le nom, qui était candidate présidentielle, mais vous ne l'avez pas soutenu. Non, maman Nacha, je crois que vous m'aviez déjà posé, vous m'aviez déjà posé cette question-là une fois. Ouais. Tout se prépare. Oui. Lorsqu'on a des ambitions, on a une vision, ce n'est pas, tu te réveilles un bon matin, tu fais des photos, des affiches, tu vas dans les réseaux et tout, tu commences à écrire, moi je vais devenir Premier ministre, je vais devenir président de la République. Le basique. Avez-vous consulté les autres femmes? Hein? La faisabilité de la chose. C'est bien d'avoir des ambitions, mais il faut aller consulter les bases d'abord. Les femmes ambitieuses, les femmes qui ont des ONG, les mamans pasteurs, les journalistes comme vous mettez toutes ces femmes ensemble et vous présentez vos ambitions. Quand vous présentez vos ambitions et les autres femmes s'imprègnent de ces ambitions-là, acceptent de vous accompagner. Là, dites-vous déjà que j'ai réussi. Il y a tout ça dans la tête des autres. Elles ont accepté de m'accompagner. Mais quand tu ne fais pas ça, tu es là seule sur Facebook, TikTok et tout, tu parles, tu peux bien parler. Aussi longtemps que tu ne mettras pas ça dans la tête des autres, les autres femmes ne seront pas convaincues. Tu vas marcher toute seule. Ah, donc il faut que la femme convainc les autres là pour... elle doit présenter ses ambitions, sa vision, discuter ensemble avec ses sœurs afin de l'accompagner. Ok. Mais puisque il fallait seulement accompagner, parce qu'il y a une femme qui a osé. Hein. Moi, je pense que c'était mal barré. Je ne pense pas. Le projet de société, la vision, tous nous allons adhérer. S'il n'y a pas de projet de société, on adhère, on va adhérer à quoi? On t'accompagne et après, tu ne sais rien faire. Je ne dis pas que maman, il faut qu'on ne saura rien faire. C'est un exemple que je donne. Vous m'accompagnez, je n'ai pas de vision, je n'ai pas de projet de société que j'ai défendu. Quand j'arrive là, on me pose la question, quel est votre projet de société? Je suis incapable de défendre ça. En mathématiques, on appelle ça le domaine de la définition. Tout doit commencer là. Merci, madame prophétesse. Maman politicienne entre les deux. Il faut commencer par les domaines. Comment vous définissez la chose? Présentez le projet de société. Convaincre les gens. Lister, catégoriser. Et faites-les imprégner dans la vision. Alors que c'est comme un fœtus. En gestation, l'évolution doit continuer jusqu'à enfanter l'enfant. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est une lutte. C'est une lutte. Sur une lutte, et encore une lutte, et encore et toujours. Et nous y arriverons. Et chez vous, à l'église, la femme se démarque quand même? Bien sûr. Vous n'avez pas du mal à diriger l'église parce que vous êtes une femme? Madame la journaliste, je me sens tellement fière. C'est comme mon maître avait dit. Il faut que la femme soit intériorisée d'abord. Donc à l'intérieur de moi, à l'intérieur de moi, je me sens forte. Par mon appel, l'onction que Dieu a placée en moi et mes capacités et talents. Alors, vous me voyez femme, moi je me vois un instrument entre les mains du Seigneur. C'est là le problème. C'est comme ça que je me définis. Je suis qu'un instrument. Dieu n'a pas besoin d'un homme. Dieu n'a pas besoin d'une femme. C'est la matière. Mais Dieu a besoin d'un instrument disponible entre ses mains afin de l'utiliser. Dès lors, je réfléchis comme ça, il n'y a aucune barrière devant moi. En tout cas, donc, qui dirait le ministère ne tient pas compte de l'homme ni de la femme? Bien sûr que oui. Parmi les apôtres, il n'y avait aucun apôtre qui était femme qui avait un ministère. C'est un début de l'histoire. On appelle ça l'église primitive. C'est une histoire qui commence. C'est à quand la Bible a changé l'histoire comme ça? Parce que des fois, c'était des hommes qui parlent, puis il y a des femmes prophétesses. Des ministres. Depuis Jésus, même avant que Jésus ne choisisse tous ses disciples, assoient son ministère. Jésus a rencontré une femme samaritaine qui fut la première évangéliste de la vie de Samarie. Là, on n'en parle pas. On n'en parle pas trop. Cette femme s'est levée et dit, voici l'homme qui m'a dit tout ce que je fais. Il serait le Messie. Et la Bible dit que toute la Samarie a couru pour écouter les déclarations de cette femme. Donc, elle faisait d'office, elle était l'évangéliste. Bien sûr, c'est l'œuvre de l'évangéliste qui attire les âmes vers le Christ.
Voyez, et même là, la femme a rencontré une difficulté, et puis les hommes, lorsqu'ils ont vu que la Samarie avait bougé, pour la toute première fois depuis la venue du Messie, les hommes voulaient récupérer la situation comme toujours. J'ai rencontré des femmes qui ont été appelées dans le ministère, appelés au ministère, mais qui ont cédé le fauteuil à leur mari, qui après ont mal géré parce qu'ils ne savaient pas et qui ont été appelés, et ils ont apporté la bêtise et le ministère à terre. Les hommes ont dit, ce n'est pas, nous n'avons pas cru parce que cette femme a fait cette déclaration formelle. Venez voir, c'est lui qui m'a tout dit, c'est le Messie. Donc découvrez le Messie dont les prophètes ont parlé, ont prophétisé. Mais c'est parce que nous-mêmes aussi, nous avons vu ce Messie-là. La parole de la femme. Est-ce que nous c'est une femme qui a parlé. C'est ce que nous vivons en réalité sur terrain. Mais c'est lui qui est sûr de son appel. Elle fait le travail de Dieu pas en comparaison avec les hommes, pas par complexe de supériorité, encore moins d'infériorité, mais elle remplit, au fait, elle remplit seulement son ministère. Remplissons nos ministères sans entrer dans les complexes ni d'infériorité, ni de supériorité, ni de comparaison quelconque, et Dieu sera glorifié. Parce que c'est le Seigneur qui octroie le ministère. C'est pas une le message c'est donné à l'homme et à la femme sans discrimination. Bien sûr. Vous avez déjà fait combien d'années de ministère? J'ai 35 ans tellement de ministère. Je marche avec le Seigneur. Oui, en tant que bergère, quoi. Prophétesse, visionnaire. Bien sûr. J'ai été consacrée pas dans les premières années, bien après, j'ai été consacrée. Très bien. Donc ça fait 35 ans, jour pour jour, depuis que j'exerce. Pas que j'ai donné la vie au Seigneur, mais depuis que je marche avec le Seigneur, faisant des actions, proclamant l'évangile. Et là, j'ai peut-être petit, mais le ministère est vraiment grand. Et là, j'ai engendré des fils et des filles qui sont pasteurs, bishops, etc. au travers le monde. C'est ainsi que je n'ai pas souffert lors de mon dernier voyage missionnaire. J'ai été reçu parce que j'ai rencontré des enfants d'aider partout où j'étais dans la mission. Je n'ai pas dépensé un seul sou pour le logement, pour le manger, pour les déplacements. J'étais honoré. Et le travail procure toujours le fruit. D'accord, merci prophétesse Mimi. À côté de vous, pasteur Nathalie. Moi, j'ai dit vraiment pasteur Nathalie. Vous n'avez pas peur de porter ces ministères en vous parce que vous êtes une femme. Entre vous, collègues hommes, ils peuvent minimiser votre ministère pour dire que non, vous savez, moi je suis un homme, moi je suis pasteur, vous êtes petit pasteur. Est-ce que vous n'avez pas peur de porter ces fardeaux-là? Vous n'avez pas peur qu'on vous traite de Jézabel? Je n'ai même pas peur. Même pas une minute. Je sais ce que je suis. Et d'ailleurs, les débats hommes-femmes, ce sont des faux débats. On n'en parle même plus. Comme maman prophétesse vient de le dire, nous sommes juste des instruments entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui nous utilise, c'est Dieu qui nous appelle. Et je suis fier quand je suis en train d'exercer mon ministère. Je sais ce que le Seigneur m'a donné. Je connais ma charge et juste avec son aide, et je suis là en train d'exercer mon ministère sans complexe. Mais il y a même des hommes qui vous écoutent aussi, qui vous suivent, qui prennent aussi comme modèle. Oui, j'ai des hommes qui me suivent. J'ai des témoignages. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas sainte, mais du moins, par rapport à ce que Dieu m'a donné, par rapport à ce que je suis en train d'exercer, j'ai des hommes qui m'écoutent, des hommes, des femmes, ceux-là qui m'apprécient, ceux-là qui connaissent les meilleurs qui sortent de moi. Ils sont là. Alors, la femme au centre des ambitions, dans votre église, la femme évolue quand même bien. Oui, je venais déjà de le dire, la femme évolue avec ses ambitions, mais pas à 100%. Il y a toujours des barrières qui constituent des luttes jusqu'à présent. Mais nous sommes là en train de vouloir emballer tout le monde, comme aussi Maître l'avait dit. Tu ne peux pas te réveiller parce que la communauté s'est réveillée. Tu dois connaître, puiser ce qui est en toi et le mettre au service des autres. C'est ça maintenant la lutte. Ce qui est compliqué, c'est que la femme se réveille difficilement. Mais il faut vraiment la stimuler, il faut l'inciter. Maman, tu peux faire ça, tu vois. Mais la femme, qu'est-ce qui bloque la femme au juste? Parce qu'en partie, on dit que l'homme bloque la femme. Mais de l'autre côté, on voit que c'est la femme elle-même qui a des blocages. Oui, c'est ce que je disais. La femme aussi, en elle-même, elle s'ignore aussi. Il y a aussi des zones d'ombre chez la femme.
ce qui constitue aussi cette lourdeur-là pour que les femmes puissent vraiment s'élever, se réveiller. Et moi, à chaque fois, je me disais, si je trouve un thème quelque part dans les calicots, femme lève-toi, femme réveille-toi, je me dis toujours, à quand on se réveille? Parce qu'on ne se connaît pas. Parce que dès lors on se connaît, on se lève automatiquement. On n'a pas besoin d'attendre la masse. Et dans les églises, c'est ça maintenant qui cause un problème. C'est ça maintenant notre lutte est là pour pouvoir booster, les aider. Et je sais que ça va évoluer, mais à 100%, en tout cas jusque-là, je dirais non. Mais la lutte est là, nous sommes en train de chercher à booster les femmes. Même on les voit même dans les églises, il y a des moments où les femmes voulaient donner tout ce qu'il faut. Mais parfois, il y a une pesanteur qui les tire vers le bas. Oui. Comme qui dirait, non, on est femmes, on doit rester seulement, hein. Oui, certains se limitent comme ça, mais ceux-là qui se reconnaissent par rapport à leurs valeurs, des potentialités, et s'élèvent quand même pour faire quelque chose. Parce que nous tous ne serons pas dans la politique comme Madame la politicienne. Tous nous ne serons pas des juristes comme Madame juriste qui est à côté de moi. Mais chacun dans son domaine doit quand même essayer de s'élever, de faire quelque chose pour apporter sa contribution. D'accord. Alors, Madame, Messieurs, on va aussi parler de ces sujets qui défraient un peu la chronique, parce que vous savez que nous sommes un pays post-conflit, on est menacé jusqu'à présent à l'est de la RDC. Alors, on va parler de cet accord de Maputo. Il y a des femmes, on défend aussi la femme, il y a des femmes qui sont violées à l'est. Dans cet accord, il y a un petit résumé que je vais vous lire. On dit, les États prennent toutes les mesures appropriées justement pour protéger les droits reproductifs des femmes. Là, je vois Madame Priscilla qui connaît tous les droits des femmes, en autorisant l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, en cas de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale ou physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Alors, je commence par qui? On voit d'abord un médecin, voilà, médecin, j'étais en rapide. Moi, je crois qu'on commence par maman juriste. On commence par juriste. La loi, vous savez, on voit les médecins, ensuite bon. l'église. Bon, c'est un accord qui a été signé. La RDC était aussi parmi les pays signataires. Hein? Vous avez la charge là, de nous expliquer là. On dit que cet accord demande à ce qu'on protège les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé. C'est parmi les droits. Et puis en cas d'agression sexuelle, voilà ensuite agression, viol, inceste, ou bien lorsque cette grossesse met en danger la santé mentale ou physique de la maman. Parce que vous êtes dans les droits, comment avez-vous apprécié cet accord-là? S'il faut parler du protocole de Maputo, je dirais que c'est un protocole qui a été l'article 14, que vous venez de lire, et en contradiction avec le code pénal congolais. Pourquoi? Parce que le droit pénal prévoit que qu'il y ait avortement seulement quand la vie de la maman est en danger et quand la vie du fœtus ou quand le fœtus n'est pas n'évolue pas bien. Voilà, quand c'est vraiment, il est invalide, je crois. Alors, le protocole de Maputo, quant à lui, il ajoute le cas d'inceste et du viol. Et là, il se pose une question d'épreuve. Parce que quand la vie de la maman est en danger, nous savons le voir. Le médecin va nous dire, voilà, sa tension arrive jusqu'à 22 à 24, il faut arrêter. Quand l'enfant a des problèmes, le fœtus, l'échographie le démontre. Maintenant, quand la grossesse est issue d'un viol ou de l'inceste, comment les déterminer? Mais au travers de ces personnes, non, j'ai été violée. Une personne qui vient vous voir en tant que juriste, maître, j'ai été violée. On parle pas seulement de viol par rapport à l'aise, il y a des violences même conjugales. Hein, ça se fait à la maison, j'ai été violée, j'ai été pris par force, alors je ne veux pas supporter cet enfant. C'est le droit pénal. Le droit pénal ne fonctionne pas sans preuve. Il faut qu'il y ait des preuves. Alors, il faut nous prouver qu'il y a eu pendant la guerre. Il faut nous prouver qu'il y a eu viol. Pour accepter. Ah, vous le jurez, c'est ce que j'ai dit. Non, mais comment je vais poursuivre? Je t'imagine, maître, comment prouver? Une personne me dit sa parole. Vous savez que depuis qu'on a
cette loi 06/018, comme on l'appelle loi sur les violences, c'est une loi qui vient modifier et compléter le code pénal. Depuis qu'on a cette loi, il y a eu beaucoup d'abus. Je ne t'aime pas, ou j'envie ton argent, et puis je demande à ma fille de venir chez toi et passer de temps, et puis après, je vais dire, il a violé ma fille. Et puis après, je félicite un arrangement à l'amiable. Et puis vous me donnez l'argent, et puis c'est fini. Ok? Il n'y a jamais eu viol. Des cas pareils, ils n'arrivent jamais au parquet. Puisque là, le policier leur dit, il n'a parqué pour diffamation. Donc, c'est limite où alors? À la police, et puis on fait un arrangement à l'amiable à la police. Et donc, si on doit rester, là, ça veut dire que tout le monde sera auteur de viol. Il suffit que je ne puisse pas t'apprécier, je dis que tu m'as violé. Et puis, moi, je dis que je suis mineure. L'inceste. Je n'ai que 16 ans. Toi, 16 ans. L'inceste, comment le prouver? Et ça, c'est un problème vraiment de droit pénal qui se pose. Et puisque c'est en déphasage avec le code pénal, il y a eu un problème. C'est lequel? D'abord, nous, dans notre pays, nous avons le droit dualiste. Donc, les lois internationales et les protocoles internationaux priment sur les lois nationales. Du coup, quand on a ratifié et qu'on a publié au journal officiel plutôt, c'est parti. Mais qui applique cela? Personne. Donc, personne n'applique parce que déjà dans notre société, sans même parler de l'Église, notre société ne tolère pas l'avortement. Ça, c'est vraiment un problème de société, comme disait Maman Pasteur. La femme n'évolue pas parce qu'il y a les pesanteurs socioculturels qui la bloquent. De la même manière que nous avons nos stéréotypes, des principes et des domaines de vie dans lesquels on ne peut pas aller. On dit l'avortement, donc nous n'acceptons pas l'avortement. Et dans la société, on dit par exemple, moi c'est ton Rambokate. C'est l'une des causes, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, c'est l'une des causes qui fait que les femmes ne puissent pas évoluer. Ce sont ces paroles-là. La femme naît, on lui dit, yo, il faut, parce que tu seras la femme de. Tu vas te marier, donc tu restes là. Et alors que l'homme, on lui dit, tu vas étudier, voilà. Et pourtant le cerveau masculin, le cerveau féminin, on ne sait pas les distinguer. C'est le même cerveau. D'ailleurs, il y a des femmes qui sont en première de la classe, les garçons les derniers. Généralement, les femmes sont premières de la classe. Et quand vous allez, j'ai fait ces statistiques dans les universités et instituts supérieurs, il y a plus de filles que des garçons. Mais sur le marché d'emploi, il y a plus de garçons que de filles. Justement à cause de ces stéréotypes. Un homme qui vient épouser la femme, il lui dit, bon, j'ai tout, pourquoi tu vas travailler? Et la femme va rester à la maison avec tout ce qu'elle a comme compétence. Elle reste à la maison. Et à supposer que l'homme venait à mourir après 3 ans de mariage, tu fais quoi? Tu as 50 ans, le mari décède, tu as les enfants et il n'y a aucune entreprise qui te prend à cet âge-là. C'est compliqué et tu n'es même plus... tu as même perdu la souplesse de travailler. Et tout ça, c'est un problème. Et donc, avec le protocole de Maputo, comme je le disais, pour chuter, il y a eu ce problème, mais bon, c'est bloqué. C'est bloqué. C'est bloqué. Et par rapport à ça, j'interpelle les autorités. Par rapport à cet accord de Maputo? Par rapport à ça, oui. Pas seulement le protocole de Maputo. Tout ce qui est protocole, convention internationale, internationaux, il y a un problème. C'est que les gens qu'on envoie ne sont pas toujours les gens compétents pour poser ces actes. On ne fait pas une très bonne sélection, tout ça. Non, on prend sa nièce, sa maîtresse, son neveu, on envoie. Il faut mettre la là, par exemple, quand on va ratifier, il y a la possibilité de mettre des réserves. Donc, s'il y avait des personnes compétentes, ils allaient mettre une réserve par rapport à l'article 14. Ok, d'accord. Merci. Alors, Maman Onia, vous êtes médecin. Comment interprétez-vous cet accord?
est-ce que si aujourd'hui dans votre cas, parce que vous avez votre hôpital, il y a une femme qui vient vous voir pour vous dire, madame, écoutez, moi je suis violée, bon, j'ai été violée, alors je ne suis pas passée de grossesse, voilà, la loi me soutient, bien que maman Pessia a dit que c'est toujours dans les tiroirs, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez procéder à un avortement. Quelle sera votre réaction en tant que médecin? Merci maman Nacha pour cette question. Je suis chrétienne avant tout et je suis médecin. L'avortement, c'est un acte médical. Par rapport au protocole de Maputo, comme maître venait de le dire, moi j'aimerais un peu la rejoindre et tout. Il faudrait toujours avoir des preuves, comme elle a dit. Même chez nous à l'hôpital, il faut avoir les documents d'un médecin légiste. Médecin légiste, c'est ça, non? S'il n'y a pas, on ne peut pas exercer l'avortement sur une personne. Mais si tu as tous les documents et tout, tu as des preuves, on nous emmène ça. On regarde aussi par rapport à l'âge de cette grossesse. Parce qu'au-delà de 3 mois, c'est très dangereux d'exercer l'avortement sur une femme. Donc, quand c'est en deçà de 3 mois, on peut faire quelque chose pour aider la femme. Donc, un avortement médical sécurisé, comme l'accord l'a dit, sécurisé. Donc, dans le but de protéger les droits de cette femme-là, de lui donner la chance, peut-être dans l'avenir, elle peut rencontrer quelqu'un. Il y a certains hommes qui n'aiment pas des femmes qui viennent avec des enfants et tout. On peut l'aider, la protéger, pour assurer un futur meilleur pour cette femme-là. Donc, nous, les médecins, nous tenons compte des paramètres que les juristes nous ramènent. Donc, en collaboration dans on ne peut pas travailler, on peut pas travailler juste comme ça. On s'est dit, parce qu'une personne est venue nous raconter qu'on l'a violée et directement, on exerce l'avortement sur cette personne. Et puis, tenons compte de la médecine également. Lorsque tu es en contact avec une personne, sans consentement, il faut toujours prévenir à l'hôpital. Qu'on m'avait violé, il y a toujours des médicaments qu'on donne 72 heures avant pour empêcher qu'il y ait grossesse, fécondation. Donc il faut toujours prévenir. Mais les gens ne savent pas à quel sens c'est voué, quel hôpital je dois aller. N'importe quel hôpital. N'importe quel hôpital, tu vas dans un centre médical, un centre de santé et tout. Il y a toujours des médecins expérimentés qui sont là-bas, il y a des infirmiers. Surtout qu'on parle de la santé des reproductions. Les infirmières sont formées par rapport à ça. Alors, prophétesse Mimi, vous êtes une femme de l'Église. Comment interprétez-vous cet accord? Est-ce qu'une femme qui a été violée, soit qui a été forcée, peut facilement passer à l'avortement? Merci, Maman Nacha. Il y a un mot qui est passé entre les deux intervenantes. Entre mes deux consoeurs, avortement sécurisé. Donc c'est un avortement entre guillemets sécurisé. Donc ça ne se fait pas comme ça, d'emblée, comme ça, parce qu'on a demandé, parce qu'on en veut. Donc le droit a parlé, le droit a dit, on veut dire le droit a dit ce qu'il faut. La médecine a dit ce qu'il faut. Et moi en tant que femme d'église, j'ai dit niet à l'avortement. Quelle que soit l'origine de la grossesse. Ils vont aller soit chez le juriste, soit chez le médecin. Mais chez moi, niet, parce qu'il est écrit, on ne versera pas le sang. L'âme de l'homme est dans le sang. Et la Bible dit, tu ne tueras point. Mais s'il y a des cas échéants, il faut sauver la vie de la mère. Tenez le micro parce que là... Il faut sauver la vie de la mère. Il faut sauver la vie de l'enfant. Là, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète. Là, ils vont aller soit chez le médecin, soit voir le droit pour qu'on lise si la personne est éligible ou pas. Donc, moi, je ne peux pas encourager ça parce que je risque de compromettre par rapport à mon appel. Donc, il y a des personnes qui sont habilités à le faire, comme la médecine. Et même la médecine vient de s'exprimer. Ils ne le font pas pour le faire. Il faut des preuves, il faut qu'ils étudient les cas. Est-ce qu'il faut l'avortement pour peut-être sauver la mère, pour sauver l'enfant? Donc ça ne se passe pas comme ça. C'est un meurtre. C'est pas facile. Et la conscience qui va jouer. Personne ne veut avoir une conscience souillée. Et même s'il faut faire un acte, il y a des gens qui sont y pointés, c'est toi qui vas prendre des bistouris, c'est toi qui vas faire ceci. Tout ça va contribuer. Les médecins n'aiment pas l'anesthésie. Il y a des anesthésistes. Donc chaque personne
devant leurs responsabilités. Donc, j'encourage pas, mais ce sont des cas qui arrivent. Il faut sauver la maman, il faut sauver l'enfant. Il faut. Beaucoup de cas, je ne suis pas médecin. Cas d'un antécédent de maladie, la personne est anémique, la personne a le sida, la personne est ceci, cela, elle a la tension artérielle qui monte et qui... Dans ces cas-là, on vient vous consulter, donc prophétesse, qu'est-ce que vous allez dire? Moi, je vais recommander la personne, d'abord j'ai consenti, je vais savoir la vraie raison. Si la raison est fondée, liée à la santé, à la survie de la personne, je la recommande chez le médecin. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas reconnaître la place des autres, c'est ce qu'on est en train de décrire. Tu n'es pas médecin, tu prends la place du médecin. Tu n'es pas juriste, tu prends la place du juriste. Recommander, dis allez voir un médecin. Allez voir peut-être ton mari, est-ce que vous êtes concerté? Voyez les parrains, voyez le médecin, allez en famille. Le médecin dira amène ton mari. Et le médecin dira attendez, je vais consulter notre avocat, notre conseiller juridique. Et voilà, c'est un cercle. Mais il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises locales. Il y a surtout dans le domaine de prophètes, quoi. Une personne qui est malade, qui vient à l'église, au lieu de l'envoyer à l'hôpital, comme vous le dites, non, il faut prier, il faut gêner, il faut ceci, Dieu a dit ceci, il y a des sorciers qui te suivent, et puis la personne se perd, paf, la personne meurt. Nous décrions cela, madame la journaliste, c'est pourquoi? Parce que les gens naissent, les gens dorment, ils se réveillent, prophètes. Nous ne savons pas de quelle lignée ils viennent, ils sont, quelle formation ils viennent. Ils seraient prophètes comment? Dans la Nouvelle Alliance. Il a reçu une prophétie, c'est normal. De la parole. Et si le prophète dans la Nouvelle Alliance n'est pas un enseignant, c'est entre guillemets, c'est peut-être par carence de mots qu'on appelle tout le monde prophète. Ah bon? Ce serait un don de prophétie qui travaille, une parole de connaissance qu'on confond à la prophétie, un don de discernement, un songe, une révélation. Et voilà. Nous sommes en tas de la Nouvelle Alliance. Là, j'interpelle les ministères prophétiques et les prophètes de mon pays. Et à faire très attention, à revenir à nous-mêmes, parce que c'est une introspection. Tout ce qu'on fait là, la lutte là, il faut toujours commencer par une introspection. Est-ce que suis-je prophète? Suis-je appelé? Comment on le fait? Est-ce que j'ai un mentor? J'ai quelqu'un qui est devant moi, qui est passé par ce chemin et par lequel moi je dois passer, donc il faudra le consulter. Il faudra faire ceci. Et le vrai travail que nous avons dans notre pays, c'est travailler dans l'homme. Nous voulons faire des choses en vrac, comme maman politicienne a dit. Tu veux devenir président, gouverneur, ceci, cela, tu commences en vrac. Il y a... Tu as oublié la base. Tu oublies la base. Qui parle du domaine de la définition. Il y a un pasteur aux États-Unis qui s'appelle Sanders. Je ne sais pas s'il est mort ou il est encore vivant. Toute la famille s'appelle Sanders. C'est l'une des personnes qui a parlé sur le leadership dans tous les sens. Si vous lisez son livre sur moi, ça va beaucoup vous aider, que ce soit dans les ministères bibliques ou dans tous les autres domaines. Lui, il parle de, si vous vous formez, c'est lui qui travaille à 100% échouera. Mais c'est lui qui travaille dans le 20% réussit. Parce qu'il faut faire le travail dans l'homme. Vous pouvez former un homme. Jésus n'a formé que 12 moins 1. 12 moins 1 et le monde est rempli de son nom, de sa gloire, de sa puissance. Mais nous voulons amener tout le monde. Venez, partons, allons-y, les femmes, lèvons-nous. Vous n'allez rien recueillir. Travailler, cibler. Donc celui qui travaille à 100% joue, à 20%, vraiment. Ça, il faut dormir beaucoup alors. Tu vas réussir. Même l'église, je les gouverne comme ça. Oui, avec le 20%, vous prenez votre vision, vous incarcérez ça, vous mettez ça, vous imprégnez ça dans 20%. Un cercle limité. Les personnes comme évangéliste. Celui-ci avec la grâce et de ceci. Celui-ci peut être enseignant. Celle-là peut être ceci. La dernière dame, c'est là protocole. Vous les formez, vous incarnez en eux, et ces personnes vont se dupliquer, vont se multiplier. Et c'est comme ça que Jésus a gagné. Si vous allez dans la foule, avec une petite équipe de 12 moins 1. Voilà. Alors, parce qu'on appelle très rapidement aussi, vous avez la parole par rapport à cet accord de Maputo. Vous êtes pasteur, vous recevez souvent aussi des cas. Une femme qui ne sait pas espacer les naissances, par exemple, pour ne pas parler seulement de viol, et dit maman, pasteur, je suis venue pour vous dire que cet enfant que tu vois dans le ventre là, bientôt là, il sera évacué. Quel sera votre avis? Je ne serai pas d'accord. Étant chrétien, je ne tolère pas l'avortement. Le décalogue prévoit, il y a une loi qui dit tu ne tueras point. Et c'est Dieu qui est souverain sur la vie et la mort. Job le dit. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Pour dire que c'est Dieu qui a le pouvoir
doter et de donner la vie. Donc ça revient à Dieu de donner la vie, soit dénoter. Il y a des cas échéants, comme on vient de l'expliquer, s'il y a un tableau médical pour sauver vraiment la vie de la maman, soit de l'enfant. Là, on peut le faire. Parce qu'il y a certains cas où, bien qu'on est chrétien, on ne doit pas se voiler la face ou bien faire semblant. À côté de la foi, il y a aussi la raison. Quand on oublie qu'à côté de la foi, il y a la raison, c'est comme ça qu'on est dans les dérives. Mais on dit croire, c'est ça, c'est accepter sans réfléchir. Hein. Vous acceptez seulement, vous croyez. Quand on croit que Dieu existe, mais on ne l'a jamais vu. L'apôtre Pierre parle de valeurs ajoutées à la foi. La foi ouvre la porte à la connaissance. Ah bon? La raison est là. On ne doit pas oublier. À côté de la foi, il y a la raison. Mais quand on croit, on doit aussi réfléchir. Oui, on croit, on doit aussi réfléchir. Il y a aussi la raison à côté. On ne peut pas s'en passer de la raison. Je te donne un exemple. Oui, on te dit peut-être, tu vas voyager pour l'Europe. Oui. J'ai dit Amen. Oui. Et pour aller en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Tu n'as pas un passeport, tu te lèves le matin comme ça, tu montes dans l'avion. Mais Dieu, c'est un Dieu de miracles. Non. Là c'est mal parti. Mais bien sûr, il y a des miracles comme ça. Là. Il y a des miracles. Miracle de passeport. C'est là maintenant que la raison Non. Là, c'est mal comprendre. Là, c'est mal comprendre la Bible. Ce qui est vrai à un certain moment, la foi englobe parfois la raison. À un certain moment. Parce qu'il y a des choses qu'avec la raison qu'on ne peut pas expliquer. Telles que la résurrection, des guérisons miracles, là on ne peut pas expliquer. Mais il y a des cas, tels que nous le disons ici, s'il y a un tableau médical, qu'il faut sauver la vie de la maman. Elle est déjà mourante. Les tableaux là qu'on peut sauver sa vie, on le fait. On les réfère chez le médecin. Vous pouvez prier aussi et demander la guérison. Tout commence par la prière. On commence par la prière. La prière, c'est le fondamental. On commence par là et on envoie chez le médecin. Chacun a son rôle. Il est médecin. Il a tout ce qu'il a comme capacité, comme valeur, comme potentiel. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Très bien. On va essayer de remonter un peu la morale de la femme. Madame Priscilla, vous êtes avocate, vous rencontrez des difficultés, vous êtes imposée malgré tout ça. Vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment ébloui. Vous avez dit que non, le départ, la base, c'est la famille, c'est la maison. On éduque une jeune fille pour lui dire que non, toi, tu seras seulement une femme ménagère, il ne faut pas beaucoup étudier. Mais aujourd'hui, vous êtes un exemple, vous êtes là, vivante, vous êtes là, avocate. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à toutes ces femmes aspirantes un jour devenir avocate comme vous? Merci beaucoup, Madame Macha. On veut devenir avocate. Premièrement, je prends d'abord dans tous les domaines, il faut se connaître. Je reviens toujours là. Là, je reviens parce que tant qu'on ne se connaît pas, on ne fait rien. On ne fait rien. Pierre, excusez-moi d'entrer dans votre... Il s'est retrouvé pêcheur, donc parce qu'il était déjà pêcheur de poissons. Il s'est retrouvé pêcheur d'hommes, mais il était déjà pêcheur de poissons. Elles vont pas me contredire. Alors, quand on se découvre, on sait ce qu'on va faire. C'est pas en vain que c'est Judas qui gardait l'argent. Hein? Donc, comment ça vous dépend? On vit là, elle est chrétienne, on vit dedans, elle est dans la chose. Donc, quand on se connaît, moi je dis aux femmes et aux enfants de manière générale, il faut d'abord se connaître. Pourquoi Maître Priscille se retrouve être avocate? Pourquoi elle a fait le droit? Parce que quand je me suis regardée, je me suis posé des questions, je me suis rendu compte que je parle. Ah maman, je parle. Je parle, maman, je parle. Ça c'est un. Deux paroles. Ne vous en faites pas, on sert Dieu. D'accord. Et puis, on fait le tour Jessie. Je vois la deuxième compétence, je sais convaincre. Okay. Je me dis, bon, je parle bien, je sais convaincre, donc je peux être avocate au lieu d'être magistrate. Ok. Rapidement un conseil pour ces femmes-là, Oui, c'est ça, je donne le conseil. Donc, quand
vous découvrez, vous vous dites, voilà, je vais faire ça. Et même les parents, quand vous comprenez que cet enfant aime telle chose, et vous regardez, il le fait avec attention, avec amour, avec passion, avec exactitude, orientez-le vers cette option-là. Parce que chacun de nous a une mission sur Terre, et ça, c'est incarné en nous. Dès qu'on le découvre, on est meilleur. Donc, pour être une bonne avocate, il faut se découvrir, se connaître et travailler dessus. On ne s'arrête pas à se découvrir. Il faut travailler maintenant par rapport à ce que vous voulez devenir, par rapport à ce que vous voulez faire demain. Parce que pour laisser les empreintes, quand vous marchez, vous devez avoir au préalable marcher sur l'huile, par exemple. Et quand vous marchez sur le tapis, vous laissez des empreintes. Et de la même manière, quand vous formez et vous vous informez, vous pouvez laisser les empreintes derrière vous, j'ai dit. Merci maître, merci en tout cas. Madame Onia, rapidement votre conseil par rapport à toutes ces femmes qui nous suivent en ces moments. Merci maman Nacha. Moi je voudrais dire ceci aux mamans. Lorsque nous faisons quelque chose, nous devons le faire d'abord pour notre épanouissement personnel. On doit s'orienter par rapport à ce que nous savons faire. Si tu sais faire les habits, on ne doit pas t'obliger d'aller faire la médecine. Fais la coupe et couture et tout, pour ne pas te perdre dans la vie. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, en venant, il y a ma nièce qui était malade. Quand j'ai appelé sa maman, elle a dit, docteur, avant même que sa maman me réponde, sa fille avait déjà crié, docteur. Il dit, ah bon? Ah, on devait avoir carnaval aujourd'hui à l'école. Je devais me déguiser en docteur. Malheureusement, comme je suis malade, je ne suis pas partie. J'ai dit à sa maman, tu as entendu ce que ta fille a dit? C'est ce qu'elle aime toujours faire chaque année, c'est déguiser en docteur. Donc il ne faut pas désorienter cet enfant. Dès le bas âge, elle sait déjà ce qu'elle veut. Donc nous devons savoir nous connaître, comme maître l'a dit, nous connaître d'abord, voir dans quel domaine nous sommes fortes. Donc c'est seulement comme ça qu'on peut embrasser notre carrière. Moi, on m'appelait la mère des enfants parce que j'allais toujours à la rescousse des gens. Chaque fois qu'il y avait un problème, j'étais toujours prête à intervenir. J'étais prête à tout abandonner pour prendre soin des autres. Il y a même mon père qui me disait, toi j'ai l'impression que tu n'auras pas beaucoup d'enfants, tu vas commencer à t'occuper des enfants de tes frères. Bon, Dieu merci, Dieu m'a béni avec 4 enfants. Je prends soin d'eux, j'essaie aussi de prendre soin des autres et tout. Je suis médecin, j'exerce mon métier avec amour, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Hormis le fait que je me suis retrouvée dans la politique, j'ai jamais voulu être politicienne. Voilà pourquoi moi j'étais plus orientée vers la médecine. La seule personne qui a fait la médecine dans notre famille, c'est moi. Les autres, ce sont des juristes et des formations. Alors à chaque fois, ils me posent la question, mais comment tu t'es retrouvée en politique? Tu étais passionnée, J'étais passionnée, le fait de voir ma mère, elle était là, c'est une femme qui se battait vraiment, tu vois, cette femme, elle m'inspirait beaucoup et tout. Et je me suis dit, bon, je l'accompagne, je veux voir ce qu'elle est en train de faire. Et du coup, je me suis retrouvée là. Je n'ai jamais choisi ça, le fait d'être médecin, mais j'aime trouver des solutions. Donc, comme je l'ai dit au départ, c'est dans la politique qu'on sait prendre de grandes décisions. Ce n'est pas en étant médecin, rester chez moi. Je peux prendre des décisions. D'accord. Rapidement, prophétesse Mimi, vous allez donner votre conclusion par rapport à la femme. Oui, avant de donner la conclusion, j'ai un conseil à donner aux femmes du monde entier, et particulièrement de la FD Congo. Les femmes ne s'acceptent pas. Le combat de la femme, c'est la femme. Et lorsque vous avez un jeune homme dans la famille qui se bat, qui présente une lumière d'espoir, un modérateur, avec un pasta. Un infirmier à peine, formation peut-être à Simanda, qu'on a parti à docteur. Mais le médecin qui est là, va dire maman Ounia. Maman Nathalie. Parce que c'est une femme. Voilà, c'est là le premier combat. Les femmes ne s'acceptent pas. Et moi je lutte. Je suis fille de prophétesse Germain Libambo, personnellement. C'est moi qui ai initié, toute petite que j'étais. J'étais encore étudiante à l'époque.
j'ai organisé une action de la jeunesse et à la fin, j'ai imposé à tout le monde, dès lors, on va commencer à appeler notre maman prophétesse Germaine Bambou. Oui. On a Sœur Germaine. Maman. On est là. Voilà. Sœur Germaine, maman Germaine. Donc c'est ça la difficulté. C'est ça pour la minimiser. Quand on dit déjà maman, c'est comme un nom de faiblesse. En même temps, c'est un nom de gloire. Oui. Mais dans notre société, c'est un nom de faiblesse. À l'église, dans le ministère, vous avez demandé irrévérent, pasteur, maman, numéro, c'est la Lossam. Il n'y a plus de référents là quand il s'agit de maman. Oh. Et même les communautés pas d'archibishop. À être pasteur, si c'est un homme, ils font tout pour les caser dans l'administration. On a pasteur qui a des bureaux là et en noir. Chargé des projets, chargé des concessions, chargé des bouts. Et nous devons décrire. Et là, il va aller dormir au bureau sans rien faire. C'est quand elle dit c'est toi. Mais si nous ne connaissons pas, nous serons nulle part. On a fini en décembre. On a fini. En Chine, encore plus déjà. Nous devons nous battre pour lever la tête et aller de l'avant et épauler la nation. Parce que sans les femmes, le monde n'évoluera pas. Jésus même l'a dit. Or de même que la femme est sous protection de l'homme, l'homme vient de la femme et tout vient de Dieu. Jésus a donné l'égalité des chances aux hommes et aux femmes. La femme pécheresse aura dit laissez-la, c'est une fille d'Abraham. Donc personne n'a le droit de minimiser, de mettre à côté les femmes. Femmes, battons-nous. Pas seulement levons-nous, soyez déjà debout. Battons-nous et donnons le meilleur de nous-mêmes. La société nous accueillera positivement. Alors, on a pour vous, hein, madame. Alors, pasteur Nathalie, j'ai vu maman Nathalie, maman. Pasteur révérende, la révérende Nathalie, alors vous avez la parole pour conclure. Merci beaucoup. Comme conseil, j'ai donné aux femmes. Soyons ces femmes-là ambitieuses et ancrées dans la foi pour que nos valeurs soient pour la gloire de Dieu. C'est bref. Alors, madame, messieurs, je récite vous, madame Priscilla, elle est juriste. Maître Priscilla. Maître Priscilla. Oh là là. Je vais commencer ici. Maître Priscilla. J'enlève madame. Alors, docteur Onia, et voilà le titre, titrologie. Alors, la prophétesse Mini et puis pasteur Nathalie. Vous avez vu, hein? Alors, voilà. Moi, madame. Journaliste. Alors, simplement pour vous dire, madame, messieurs, il faut respecter la femme. La femme est capable, pour ne pas dire elle est aussi, parce que si on dit aussi, c'est-à-dire qu'on essaie de la minimiser. La femme est capable. C'est pourquoi la Bible dit, parce qu'on a des servantes ici, on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Même la parole de Dieu nous dit aussi, celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Donc c'est la femme qui apporte la joie, la femme porte le bonheur. La femme compétente, faut la mettre à la place qu'il faut. C'est elle qui bâtit la maison. C'est elle qui bâtit la maison, pour ne pas dire que non, elle est une femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça c'est une femme, vraiment, la met seulement là-bas, non. Il faut respecter la femme. Femme, battez-vous, comme l'a dit madame Mimi, prophétesse Mimi, pour ne pas dire madame, battez-vous. Ne restez pas à vous lever seulement debout, mais battez-vous pour que votre lutte atteigne vos objectifs. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous restons notre thème de l'année, la Congolaise au centre des ambitions. Je dis merci à toute l'équipe, Elohim, Rabi. Je vous dis merci au DT, merci à tout le monde. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye. Comme si on me suivait. Merci.